Bonjour Patrick, tu vas bien? Bonjour Nuno, ça va et toi? Très bien. On va parler aujourd'hui du CSE10 et la filialisation. Donc les dossiers ils avancent plutôt vite. Je vais te poser quelques questions pour que l'ensemble des potes comprennent un peu ce qui va arriver dans les prochains mois ou voire années à venir. Donc déjà la première question, pourquoi l'entreprise veut filialiser les ateliers de Championnet? Alors en fait, l'entreprise elle se sert de l'opportunité de l'ouverture à la concurrence pour filialiser les structures qui sont autour des périmètres des centres bus et du périmètre de RDS. Donc pour elle, c'est une opportunité pour revenir sur les conditions sociales et les conditions de travail des agents de ces secteurs-là. Donc en fait, c'est le choix qu'elle fait, parce que la loi lui impose pas. C'est les possibilités qu'elle a de se configurer en interne d'une autre manière et de pouvoir créer des structures filialisées et même, on verra par la suite, avec des changements de conventions collectives dans ces secteurs-là. Très bien. Il y a une question que les agents se posent beaucoup, c'est quel statut ils auront ensuite dans cette filiale, si on peut l'appeler comme ça. Alors si on prend que le périmètre concerné, le CSE10, en fait aujourd'hui la perspective que l'entreprise donne à cette filiale, c'est déjà un changement de convention collective pour adhérer à la convention collective de l'automobile, donc qui dépend celle-là de la métallurgie, donc ça serait carrément sortir du champ de la convention collective des transports urbains et par le biais d'un détachement jusqu'à la date de l'ouverture à la concurrence des différents réseaux. Donc là, en l'occurrence, pour le réseau de surface, pour bus en 2025, un détachement d'agents en article 33 dans cette structure, dans cette filiale, jusqu'à l'échéance de l'ouverture à la concurrence de 2025. D'accord. Donc quel sera le statut, tu as déjà un peu répondu, de ces agents après 2025 ? Alors donc les choses vont se faire en deux temps. Première étape, détachement, article 33 dans cette structure. Et deuxième temps, arrivé à la date d'ouverture à la concurrence du réseau de surface en 2025, les agents qui auront fait le choix de rejoindre en tout cas cette structure filialisée auront la possibilité ou d'intégrer cette filiale de plein droit avec un nouveau contrat de travail, la perte du sac à dos social, la perte du statut RATP et donc les conditions d'embauche aux conditions de la nouvelle structure, ou de faire un retour dans l'entreprise, et c'est là où ça pourra être compliqué, puisque le retour peut être dans le groupe RATP. Donc il peut être dans les filiales, dans les centres bus, dans des filiales autres, à l'étranger ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de retour garanti, en tout cas, s'ils le disent, c'est pas vrai, il n'y a pas de retour garanti sur la même activité au sein de l'EPIC et dans la même structure. Très bien. Pour les personnes qui nous regardent, justement, est-ce que tu peux nous dire les activités qui sont aujourd'hui gérées par le CSE10 pour qu'on voit un peu, c'est pas les ateliers donc, de maintenance, donc c'est l'atelier central, pour faire simple, mais ça réunit quoi comme activité? Alors la particularité déjà du CSE10, c'est qu'il regroupe 3 sites, le site de Michelet, le site de Bastille et le site de Championnet, avec une activité diverse et variée, puisqu'il y a à la fois sur Bastille, c'est tout ce qui concerne le dépannage, la livraison. Pour Michelet, c'est la réparation des véhicules légers, l'entretien. Et pour Championnet, c'est toute la réparation des gros chocs qui concernent les bus et de l'activité industrielle qui concerne plusieurs métiers sur l'activité prototype, la serrerie, la menuiserie, la sérigraphie et aussi l'activité de tramway, l'activité en lien avec MRF, l'activité en lien avec GDI, l'activité de l'AMA pour les voies. Il y a une multitude d'activités au sein de cette activité-là qui rayonnent en fait sur la totalité de l'entreprise. Du coup, ça amène une autre question. Est-ce que ces activités vont pouvoir cette idée de filialisation pourra s'étendre ou pas aux autres départements? Parce que là, effectivement, tu as parlé de tramway, tu as parlé d'M2E, tu as parlé de infra, tu as parlé de plein de départements. Donc, est-ce que ça va avoir des conséquences sur les autres départements? Alors, en fait, ce qui est dit, en tout cas, aujourd'hui, ce que l'entreprise, la décision qu'elle a prise, parce qu'encore une fois, c'est un choix qu'elle fait, puisque la loi ne donne que des possibilités, après c'est elle qui se configure en interne sur ces activités-là. Elle a fait le choix en 2023 directement de créer cette nouvelle structure donc de filiale en SASU sur une filiale de droit privé. Donc ce qu'a dit aux agents, c'est tous ceux qui feront le choix d'intégrer cette structure seront automatiquement acteurs plus tard de l'ouverture à la concurrence et pourront proposer des prestations dans le domaine de l'ouverture à la concurrence. Alors par contre, il y a une problématique, c'est que sur le champ qui nous concerne, la CGT et RATP, le périmètre en tout cas qui concerne le CSE10, des agents, des élus du personnel et donc des élus
qui représentent cette activité-là n'auront aucun champ d'action dans la nouvelle structure. En fait, en 2023, ceux qui décident d'intégrer la filiale par un article 33 seront détachés dans cette structure. Toutes les embauches qui seront faites directement par une embauche extérieure aux nouvelles conditions du nouveau contrat de travail qui sort de la convention collective des transports urbains. Et les élus qui sont du CSE10 n'auront des prérogatives qui concernent que les agents détachés. N'auront à la fois aucun pouvoir sur la structure de décision, aucun pouvoir de négociation. Ils auront juste un regard sur les futurs dossiers qui seront mis en perspective dans cette structure-là. Donc une prise en compte en tout cas de notre organisation syndicale de rester sur notre champ qui concerne la RATP et l'EPIC. En fait, une structure où on serait à la fois démuni de pouvoir y intervenir sur les questions sociales, sur les questions de travail et sur les futures négociations, sur tout ce qui relèvera du champ de négociation de cette structure-là ne pourra pas se faire en tout cas avec le droit et avec la CGT RATP. D'accord. Du coup, il y a une question qui me vient. Le propriétaire du matériel qu'on entretient, c'est bien IDFM. Donc là, IDFM, on ne change pas de personnes pour qui on va travailler. Pourtant, pourquoi la structure change? Le matériel, aujourd'hui comme demain, c'est toujours le même propriétaire. Oui, en fait, l'entreprise aurait pu faire un autre choix. Là, sur des activités comme celle-là, comme elles sont en interne, elle aurait pu faire tout simplement le choix de faire une structure avec une étanchéité juridique et financière pouvant répondre, en tout cas, aux demandes des marchés qui couvrent en tout cas tous les besoins du transport. Mais c'est pas le choix qu'elle fait. Elle fait le choix de se configurer sur une activité comme ça dédiée, où en plus, à la fois, dans cette structure-là, les matériels roulants seront de la propriété d'IDFM, les machines seront de la propriété d'IDFM, et il reste à voir la structure. Si ça s'arrête sur le site de Championnet, il n'y a pas de sujet puisque c'est un bien de la RATP. Par contre, s'il y a un déménagement par la suite, ce sera sûrement une structure qui appartiendra aussi à IDFM. Donc en fait, en plus, on se retrouverait à la fois sans pouvoir agir et dans des locaux où on perdrait la maîtrise des biens, la maîtrise des machines et la maîtrise des infrastructures. Donc c'est bien un choix politique et de l'entreprise et d'IDFM. Voilà. Donc nous, avec ces derniers éléments, parce qu'en fait, l'entreprise s'était pas configurée de la sorte, en tout cas, c'était pas le chemin qui était pris. Les activités qui gravitent autour des centres-bus et de l'ouverture à la concurrence devaient rester, en tout cas, devaient pas faire partie du transfert du salarié. Aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les transferts, ils vont concerner tous les agents de l'EPIC qui sont touchés de près ou de loin sur l'activité RDS, seront liés au transfert en 2025. Donc nous, on a un autre élément, c'est qu'en fait, comme le CSE10, il rayonne sur la totalité de l'entreprise et il a des activités industrielles variées, on revendique le fait de l'intégrer à un pôle politique industrielle de l'entreprise, qui est rattaché par exemple aujourd'hui, c'est Madame Buglioni qui est en charge du pôle technique et industriel du matériel ferroviaire, qui peut garantir la sécurité routière, la sécurité des voyageurs, la sécurité des matériels pour faire un transport public de qualité sous tutelle de l'État avec des normes et en tout cas avec un regard de l'État sur ce qui est le développement du service public. Un vrai projet alternatif quoi en fait. Un vrai projet. Juste pour comprendre aussi là, donc effectivement un morcellement de l'entreprise. On s'aperçoit que du coup là dans ce que tu dis, 2025 c'est plutôt une date d'arrivée plutôt qu'une date de départ. Que l'ensemble entre autres du CSE10 va être filialisé ou sous-traité si on n'arrive pas à combattre. Donc ça c'est une chose. Est-ce que les collègues ont conscience de ça ou pas? Si on fait cette vidéo, c'est qu'on a un peu la réponse, mais toi qui es au quotidien sur le terrain, ils en pensent quoi? En fait, les collègues sont un petit peu amers de ce qui se passe, puisqu'en fin de compte, il y a eu quand même de nombreux efforts qui ont été faits dans ce périmètre, avec une polycompétence qui a été quand même assez développée par les agents, la notion en tout cas de s'adapter à une volonté d'évoluer pour pouvoir appréhender l'avenir. Et là, aujourd'hui, ils s'aperçoivent que de toute façon, l'entreprise ne fait pas le bon choix. Elle fait le choix, en fait, de liquider ses activités et d'aller sur des structures à bas coût, en fait, où la seule marge de manœuvre qu'elle aura, c'est le coût de la prestation. Et on sait que quand 70% des coûts, c'est ce qui représente la masse salariale, on a tout de suite compris qui sera la variable d'ajustement et qui fera les frais, en tout cas, de la mise en place de ces structures-là. Donc, il y a une colère qui monte. Il y a, en fait, aujourd'hui, on dit dès 2023, ce qu'on dit à ces salariés-là,
c'est dès 2023, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous intégrez la filiale ou est-ce que vous ne l'intégrez pas? Alors l'avantage, c'est qu'à partir de 2023, on n'est pas sous couvert de la loi LOM et on n'est pas sous couvert du transfert des salariés. Donc aujourd'hui, la RATP qui fait ce choix-là, la direction, elle aura la responsabilité de reclasser ses agents, puisque l'employeur, les premières prérogatives qu'elle a, c'est de te donner du travail. Donc elle va avoir l'obligation de reclasser les agents à l'EPIC, dans la RATP, s'ils ne souhaitent pas rejoindre cette filiale. Donc on peut dimensionner à 275 agents que l'entreprise souhaite intégrer dans cette filiale-là. On imagine mal que si elle se retrouve avec un faible taux d'agents qui rejoignent cette filiale, pour pouvoir quand même pallier, en tout cas effectuer ces tâches, il va quand même y avoir un problème pour à la fois faire le travail et à la fois faire avoir les agents nécessaires, en tout cas dans cette structure. Deux questions en une. Les collègues sont-ils assujettis ou pas au CST? Et est-ce qu'il y a des compensations, un accompagnement justement pour la mise en œuvre de ce très très gros dossier, quoi? Alors non, parce qu'en fait, concernant le CST, ça concerne que les machinistes. En fait, donc le CST, ça concerne les conditions de travail des machinistes, et encore pas tous, parce que ça va être ceux qui vont rentrer dans le périmètre du CST qui s'appliquera. Donc en fait, pour ces agents-là, pour les machinistes, il y a la convention collective des transports urbains, qui est le socle de base, et il y a le CST qui rehausse très légèrement, puisque c'est loin d'être satisfaisant, parce qu'il y a énormément de casse sociale aussi sur cet aspect-là, les conditions de travail et les conditions sociales des agents machinistes. Par contre, pour le secteur de la maintenance et tout ce qui gravite autour, il y a rien. Il y a ceux qui restent pour les agents d'MRB à la convention collective des transports urbains de base. Il faut savoir qu'à la convention collective des transports urbains, seulement 10% des entreprises sont au socle de base. Toutes les autres ont des mesures internes entreprises qui rehaussent le niveau social et le niveau salarial. Donc, et par contre, ce qui est tombé dernièrement, c'est qu'en plus, les agents qui rejoindraient la filiale du CSE10, alors eux, ils sortiraient carrément du champ de la convention collective des transports urbains, donc ils perdraient à la fois le sac à dos social, parce que pour MRB, et les machinistes, il y a la condition du sac à dos social, qui est le maintien, il y a les 5 mesures qui maintiennent dedans avec le tableau retraite. Par contre, pour les agents de la filiale du CSE10, là, ils perdraient aussi le sac à dos social, ils se retrouveraient au socle de base de la convention collective de l'automobile. Donc, triple, quadruple sanction. D'accord. Donc, et juste les agents, donc on l'a bien compris, mais pour le réaffirmer, les agents de Michelet et de Bastille sont concernés. Voilà, en fait, tous les agents qui sont dans le périmètre de RDS, qui ont une activité sur le réseau de surface, seront concernés par le transfert du personnel en 2025. Donc c'est là où l'entreprise surfe sur cette opportunité pour, dès 2023, créer une structure qui, soi-disant, permettrait de donner de l'avenir à ces activités-là, alors que nous, on sait que c'est tout simplement un plan social déguisé avec la fin des activités, puisque la volonté cachée, c'est de supprimer le statut des agents de ces activités-là, quoi. D'accord. Et est-ce que l'activité pourra être étendue à d'autres entreprises? Parce qu'aujourd'hui, c'est donc, on va dire, on bosse pour IDFM, on bosse pour la RATP. Est-ce que l'activité du CSE10 pourra être étendue, ou il y a une volonté de l'étendre à d'autres entreprises? Alors l'ambition affirmée de la RATP, de la direction, c'est de dire oui, on va créer une structure qui va permettre de répondre sur la totalité du marché, voire sur d'autres entreprises. Sauf qu'aujourd'hui, la démonstration qui est faite, c'est qu'on n'est déjà pas en capacité de garder en interne ce qu'on est déjà en train de faire et ce qu'on est en capacité de faire avec une excellence qui est celle de la RATP. Donc, comme on l'a dit et redit, ça serait déjà bien qu'on conserve ce qu'on a, qu'on le développe, qu'on le mette en application avant de tout laisser partir, de parler de la sous-traitance et de dire on la récupérera quand la structure sera dédiée. Donc en fait, le projet n'est pas viable et le projet emmènera sur des activités qu'on devrait récupérer, mais ça serait celles qu'on aurait perdues, quoi. Donc voilà, c'est pas vraiment un projet d'avenir en fait. D'accord. Merci Patrick d'avoir répondu à nos questions. Je pense qu'on a fait relativement le tour de ce gros projet. Donc maintenant, il n'y a qu'une chose à faire, hein, c'est informer les copains, les collègues, pour construire le rapport de force. En fait, aujourd'hui, il faut que l'entreprise revienne à la raison, il faut qu'elle ait une considération pour ses agents, il faut qu'elle soit consciente qu'en fait, on a fait la démonstration qu'il y avait un potentiel important pour pouvoir assurer en tout cas la continuité d'un service public de qualité, et qu'aujourd'hui,
cette course à l'ouverture à la concurrence avec la volonté de réduire les structures, de diminuer les effectifs sous prétexte d'être concurrentiel, bon là ça n'affiche aujourd'hui qu'une casse sociale et qu'une dégradation des conditions de travail. Et donc si les conditions de travail des agents sont dégradées, les conditions de voyage seront dégradées par la suite. Très bien, merci à toi Patrick.